Bienvenue à vous. Nous vous présentons la transidentité expliquée par l'un de ses principaux promoteurs. Premièrement, redéfinir arbitrairement les termes homme et femme, remplacer leur sens logique par des définitions sexistes, essentialistes et incohérentes, dissocier leur signification de la réalité biologique du sexe pour l'associer à un sentiment, un ressenti, une idée subjective liée aux stéréotypes culturels sexistes. Mais là, on va au-delà, puisque dans les représentations actuelles, il y a l'idée que l'utilisation du terme d'homme ou femme ne doit pas être corrélée à la réalité anatomique de son corps. C'est-à-dire que ce n'est pas le pénis qui fait qu'on est un homme, ce n'est pas le vagin qui fait qu'on est une femme, mais c'est la construction de soi à travers des choses qu'on intériorise et qu'on rencontre. Deuxièmement, hommes et femmes deviennent ainsi des identités de genre, un concept à la fois sexiste, incohérent et franchement idiot. Alors là, vous avez la définition de l'identité de genre, puisque en fait le terme américain, donc c'est l'identité de genre. Donc c'est le sentiment intrinsèque et profond d'être un garçon ou un homme, une fille ou une femme, ou un genre alternatif. Genderqueer, non conforme dans le genre, neutre dans le genre, qui peut ou pas correspondre au sexe assigné à la naissance d'une personne ou à ses caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires. Comme l'identité de genre est interne, elle n'est pas nécessairement visible pour les autres. Troisièmement, la prétendue identité de genre que chaque humain est censé posséder se stabiliserait à l'adolescence, entre 9 et 13 ans. Les études prétendent aller plutôt dans ce sens. Peu importe que l'on nous dise aussi qu'il existe des individus dits gender fluides ou genre fluide, dont l'identité de genre serait fluctuante, ainsi que des individus dits agenres, dont l'identité de genre consisterait à ne pas avoir d'identité de genre. Et que, du coup, il y aurait une certaine stabilité de cette identité de genre entre 9 et 13 ans, et qu'ensuite les choses resteraient assez stables pendant très longtemps. En tout cas, les études sont plutôt dans ce sens, même si elles restent encore à être confirmées. Quatrièmement, ouch! Même lorsque l'on accepte le cadre absurde du concept de l'identité de genre, nous ne sommes pas sortis de la contradiction. Mais récemment, on m'a dit, mais vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un paradoxe entre cette affirmation et en même temps l'idée que la neuroimagerie dit finalement le cortex préfrontal, il est mature vers 23-25 ans. Donc comment on articule le fait que d'un côté on dit la maturité cérébrale c'est 23-25 ans, mais l'identité du genre c'est 12 ans. C'est vrai que là il y a une certaine, il y a encore des choses à explorer autour de ça. Cinquièmement, ouch! Pourquoi altérer son corps si l'identité de genre, et donc le fait d'être un homme ou une femme, n'a rien à voir avec la réalité du corps sexué? Et avec quelque chose qui pourrait aussi nous apparaître paradoxal. C'est-à-dire que si, au fond, on est libéré de la réalité biologique, anatomique de son corps pour se définir, pourquoi il faudrait transformer ce corps ? Puisque de toute façon, c'est pas le corps qui fait ce qu'on est, puisque ce qu'on est, c'est la représentation de soi, qui est libérée de la réalité biologique. Donc on voit bien que on est à ce moment-là sur une tension sur cette question-là. Sixièmement, interdire le questionnement, la discussion et le débat. Chercher du sens, tenter de comprendre, c'est interdit. Seul l'individu peut décider de qui il est et de ce dont il a le droit de bénéficier en guise de traitement médical ou chirurgical, intégralement remboursé par la sécurité sociale et donc par l'ensemble des contribuables pour sa non-maladie. Sachant que, effectivement, du coup, ce qu'ils demandent, en tout cas du côté des adultes, et alors ça pose encore plus de questions du côté des adolescents et des enfants, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination éclairée, qui est le concept qui est en cours de rédaction, qui est un concept très compliqué, qui dit, au fond, comme il n'y a que moi qui peux savoir qui je suis, le médecin doit répondre à ma demande, mais sans chercher à l'explorer, puisque de toute façon, il n'y a que moi qui sais qui je suis. Et donc, il n'est pas question d'avoir un questionnaire d'évaluation de mon identité. Donc, pas question, enfin,
Certains, alors là il y a quand même des différences, certains envisagent dans certaines interventions qui ont des conséquences irréversibles que peut-être avoir l'avis d'un psychiatre peut être intéressant pour les plus modérés. D'autres pensent que non, il ne faut pas d'avis de psychiatre parce que ça ne concerne pas les psychiatres. Mais en tout cas, en ce qui concerne des traitements potentiellement réversibles, même partiellement réversibles, comme l'hormonothérapie, l'idée c'est pas d'avis de psychiatre et que ce soit les médecins généralistes qui puissent être consultés sur cette question. Et la Haute Autorité de Santé est saisie de revoir le parcours de soins sur cette question, et la pression est très forte de remettre vraiment en cause la question de l'évaluation psychiatrique, et je ne parle même pas du suivi psychiatrique, puisque pendant très longtemps, et c'est les recommandations de 2009, on considère que non seulement il faut un avis psychiatrique, mais il faut un suivi psychiatrique pour accéder à certains types d'interventions remboursées. Alors là, c'est même pas accepté. Enfin là, c'est pas du tout envisagé. Le suivi psychiatrique va donc être possible quand même si la personne est demandeuse de ce suivi psychiatrique et que par ailleurs elle peut souffrir de ce qu'on va appeler des co-occurrences psychiatriques, c'est-à-dire qu'effectivement on peut avoir une transidentité déprimée, avoir des troubles anxieux, avoir des angoisses psychotiques, et donc là on va avoir besoin d'un psychiatre qui peut nous prendre en charge sur ces dimensions-là, mais qui ne peut pas remettre en question la question de la construction identitaire. Sixièmement, bis. Des ados qui refusent que les adultes viennent mettre du sens sur leur mal-être ? Attendez 2 petites secondes. Initialement, ces idées ont été conçues par les adultes. Le lobbying en faveur de la transidentité est historiquement une affaire d'hommes adultes. Allez voir la Charte internationale des droits du genre de 1995 ou encore les principes de Yogyakarta de 2017. Est-ce que vous vous souvenez de lorsque vous étiez adolescent ? De mon temps, on était gothique ou anorexique, parfois les deux. Et heureusement, les médecins ne se contentaient pas d'affirmer notre crise existentielle en nous prescrivant des liposuctions et des ombrelles. C'est que, effectivement, la plupart de ces jeunes refusent qu'on mette du sens sur ce qu'ils viennent d'écrire. C'est-à-dire que ce qu'ils attendent du professionnel, c'est qu'on accueille leurs paroles sans la remettre en question, mais qu'on ne commence pas à dire « mais tu ne crois pas que c'est en lien avec le fait qu'il y a eu tel drame dans ta famille ?» ou non, ça, non. Parce que, effectivement, si on se met dans cette position, c'est-à-dire partir du présupposé qu'il y aurait du sens à cette demande au sens d'une histoire, d'un parcours, d'une construction, c'est vécu par les personnes concernées comme une approche symptomatique de leur identité, alors même qu'on vient d'affirmer qu'il n'y a pas de normalité de la construction identitaire, donc il n'y a pas de questions à poser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation de la construction identitaire. Donc pas de questionnaire de « mais comment c'était dans l'enfance et comment tu vivais avec les stéréotypes de genre » et tout ça, c'est vraiment quasiment interdit. C'est-à-dire dans ce qui est demandé.